En Algérie, 5 candidats se disputeront le fauteuil présidentiel. La commission électorale a rendu publique la liste définitive des prétendants au poste. Le scrutin est prévu pour le 12 décembre prochain. L'opposante au président rwandais annonce la création de son nouveau parti politique. Victoire Ingabire l'a fait savoir ce week-end. Elle est sortie de prison en 2018. Et puis, au Liban, la contestation ne faiblit pas. Les travailleurs du secteur public étaient dans les rues. La revendication demeure le départ de tout l'exécutif. Voilà donc pour le sommaire de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Et direction l'Amérique latine avec cette image en bref. Evo Morales lâche du lest. Le président bolivien a démissionné, annonce faite ce dimanche. Quelques heures auparavant, Evo Morales avait annoncé la reprise de l'élection présidentielle qui a pourtant consacré sa victoire. La suite des événements, ces dernières 48 heures, ont précipité l'annonce du président bolivien. Des mutineries de 3 unités de la police vendredi se sont donc étendues à plusieurs régions le samedi et puis des scènes de complicité entre la police et les manifestants ont pu donc être observés dans la capitale. En réponse, le parti au pouvoir a appelé les Boliviens à occuper les rues de La Paz pour défendre la réélection contestée du président Evo Morales. Le président réélu pour un 4e mandat a aussi dénoncé l'incendie de la maison de sa sœur. L'élection d'Evo Morales, 60 ans au pouvoir depuis 2006, était contestée depuis plusieurs jours et des scènes de liesse ont donc pu être observées dans la capitale. En Algérie, à présent, on ne démissionne pas, on s'apprête plutôt à élire un nouveau président. L'élection est donc prévue pour le 12 décembre prochain. Le Conseil constitutionnel a officiellement retenu les dossiers de 5 candidats, dont 2 ex-premiers ministres de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Les précisions. Au total, 23 candidats avaient déposé leur dossier pour participer au scrutin de décembre en Algérie. Mais seulement 5 ont passé les mailles de sélection, Ali Benflis et Abdelmajid Tebboune, 2 ex-premiers ministres de Bouteflika. Azzedine Mioubi, un ex-ministre de Bouteflika, Abdelkader Bengrina, ancien ministre, et Abdelaziz Belaïd, qui a fait partie d'organisations de jeunes ayant appuyé l'ancien chef d'État. Après sélection, l'ANIE, chargé de l'organisation de la présidentielle, a ensuite transmis sa liste de candidats au Conseil constitutionnel pour la rendre officielle après d'éventuels recours. Déclenché en février, le mouvement de contestation refuse que l'élection présidentielle soit organisée par le pouvoir, toujours aux mains d'ex-figures des 20 ans de présidence Bouteflika. Vendredi, les manifestants ont rejeté les candidats à la présidentielle, perçus comme des clones de l'ancien chef d'État. Depuis la démission de ce dernier, Abdelkader Ben Salah assure l'intérim à la présidence, mais c'est le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, qui apparaît au grand jour comme l'homme fort du pays. En Tunisie à présent, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, arrivé en tête des législatives, après l'annonce des résultats définitifs vendredi dernier, doit proposer le chef de nouveau gouvernement d'ici le 15 novembre. La formation qui n'a obtenu que 52 sièges doit donc composer avec 5 ou 6 formations pour obtenir une majorité soutenant le nouveau gouvernement. Lors d'une conférence de presse vendredi, l'instance chargée des élections en Tunisie a annoncé les résultats définitifs des élections législatives du 6 octobre. Selon la Constitution, le président Kais Saied a 1 semaine à partir de l'annonce de ces résultats pour charger une personne désignée par Ennahda, arrivée en tête du scrutin, de constituer un gouvernement. Le parti doit donc proposer un chef de gouvernement d'ici le 15 novembre. Ennahda, qui n'avait gagné que 52 sièges, moins d'un quart du Parlement, devra composer avec 5 ou 6 formations pour obtenir une majorité soutenant le nouveau gouvernement. Mais jusque-là, aucun nom n'a été évoqué publiquement, signe des difficultés rencontrées par le parti pour former des alliances. L'organe consultatif du parti Ennahda, qui se réunit ce week-end afin de se pencher sur la composition de l'exécutif, doit également décider s'il confie la formation du gouvernement à un membre du parti ou à une personnalité indépendante. La personne désignée pour diriger le nouveau gouvernement aura un délai d'1 mois renouvelable 1 fois pour former un gouvernement
qui doit être ensuite approuvé par une majorité de députés. À défaut de majorité, à l'issue de ce délai, le président Kais Saied pourra proposer un autre chef de gouvernement. Et ce démenti à présent du président zambien accusé de restreindre les libertés de réunion des chefs de l'opposition. De l'opposition, le président zambien se défend. Edgar Lungu a vigoureusement démenti ces allégations lors d'une très rare rencontre avec la presse conviée dans son palais à Lusaka. Le récent projet de réforme de la Constitution qui renforce considérablement les pouvoirs du chef de l'État zambien fait l'objet d'une vive controverse. Réélu en 2016, Edgar Lungu est régulièrement accusé par ses adversaires politiques de dérive autoritaire. Sur ce, il a essuyé de nombreuses critiques pour avoir fait brièvement emprisonner son principal rival, Hakainde Hichilema. Le chef de l'État rejette les accusations suivant lesquelles il restreint les libertés. Pourtant, la semaine dernière encore, les forces de l'ordre ont dispersé dans un nuage de gaz lacrymogène la réunion publique d'un de ses ex-ministres passé dans l'opposition. Rien ne vous empêche de tenir des réunions publiques si vous le souhaitez. Mais en ce qui me concerne, je préfère me concentrer sur des questions sérieuses plutôt que de galvaniser des foules sans arrêt de 2016 à 2021. La Zambie prévoit d'organiser des élections générales en 2021. Déjà, le chef de l'État a indiqué qu'il était prêt à y briguer un nouveau mandat. Et puis, le paysage politique du Rwanda s'enrichit. Un nouveau parti vient d'être lancé par Victoire Ingabire, l'opposante rwandaise, qui a donc fait l'annonce samedi, espère donc obtenir l'agrément des autorités pour mener ses activités politiques. Libérée de prison en 2018 à la suite d'une grâce présidentielle, Victoire Ingabire quitte le parti qu'elle a fondé en 2006 parce qu'elle était en exil, les forces démocratiques unifiées, les autorités ne le reconnaissant pas. Il était reproché à ce Creuset d'être clivant et de nier le génocide de 1994. Désormais, on entendra parler d'un nouveau parti, le Dalfa Umurundi, qui veut dire « Développement et liberté pour tous ». L'opposante accuse régulièrement le président Paul Kagame et le gouvernement de bafouer la liberté d'expression, de réprimer l'opposition et de négliger les pauvres. D'après la fondatrice, l'espace politique est très réduit au Rwanda, mais elle se dit prête à remplir toutes les demandes légales pour l'enregistrement et la conduite de ses activités en accord avec les lois de la nation. Ces dernières années, son ancien parti, le FDU Nkinji, a perdu plusieurs de ses membres à la suite de mystérieux décès et disparitions qu'il considère comme des attaques contre les voix dissidentes au Rwanda. Ingabire a été libérée en septembre 2018 dans le cadre d'une grâce présidentielle accordée à plus de 2000 prisonniers. Elle avait été arrêtée en 2010, peu de temps après son retour au Rwanda, alors qu'elle voulait se présenter à la présidentielle contre Paul Kagame comme candidate du FDU Nkinji, puis condamnée en 2013 à 15 ans de prison. Kagame est crédité du spectaculaire développement d'un pays exsangue au sortir du génocide, mais il est aussi accusé de bafouer la liberté d'expression et de réprimer toute opposition. On sera à présent au Cameroun pour parler de cet hommage qui a été donc rendu aux 43 personnes décédées dans un éboulement en fin octobre. Le Premier ministre a présidé une cérémonie à Bafoussam. Dans l'Ouest, le principal opposant, Maurice Kamto, y a aussi pris part. Le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngunté, s'est rendu à Bafoussam où avait eu lieu le drame de fin octobre. En effet, 43 personnes perdaient la vie dans un effondrement. L'autorité a procédé à une cérémonie d'hommage aux victimes. La douleur est toute vive dans le rang des proches. Oh, ça me fait mal parce qu'on n'était qu'à deux, moi et mon petit. Je me retrouve seule aujourd'hui. Ma fille est morte avec son mari et ses enfants et tous ses enfants. Depuis le jour-là, je n'ai jamais eu sommeil. Notons que le principal opposant récemment libéré y était aussi. C'est la première fois que Maurice Kamto participe à une cérémonie du gouvernement depuis l'élection présidentielle de 2018. L'homme avait été emprisonné fin janvier avec des centaines de ses partisans après des manifestations pacifiques pour protester contre le résultat de l'élection où il était arrivé deuxième.
Sous les verrous pendant 9 mois, il a été libéré le 5 octobre. Le parti de Maurice Kamto avait par ailleurs prévu une marche dans la capitale économique Douala samedi avant de l'annuler vendredi soir en raison d'une interdiction de manifester. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun avait alors dénoncé une interdiction illégale et promis une reprogrammation de son meeting à une date ultérieure. À Mogadiscio, à présent la capitale somalienne, les habitants sont régulièrement victimes d'attentats perpétrés par le groupe islamiste Al-Shabaab. Et pourtant, la vie continue. La diaspora de retour dans le pays tente de créer de nouveaux lieux de vie. Reportage. Les jeunes jouent au foot sur la plage du Lido à Mogadiscio. D'autres se retrouvent entre amis pour chanter et manger ensemble dans un parc. Malgré le conflit incessant dans la capitale, les Somaliens cherchent des endroits calmes pour se détendre. Abdulkadir Ibrahim est entrepreneur. En 1974, il se réfugie en Italie pour fuir le conflit. Mais après 10 ans à l'étranger, il décide de revenir au pays pour créer des entreprises. Puis un jour, il a eu l'idée d'ouvrir un restaurant sur un bateau. Quand j'ai vu dans les pays développés qu'il y avait des bateaux avec des bars dessus sur les plages touristiques, je me suis dit que ça serait une super idée de créer un restaurant flottant ici aussi. Particularité du lieu, les clients doivent commander leur repas 2 jours à l'avance, le temps de le préparer car le bateau est trop petit pour une cuisine. Plusieurs restaurants ont vu le jour sur la plage du Lido depuis que le groupe terroriste Al-Shabaab a été chassé de la ville par les soldats de l'Union africaine en 2011 et de nombreux Somaliens sont revenus au pays. Fadoumo vit en Angleterre, elle est venue rendre visite à sa famille pour les vacances. Elle découvre le lieu pour la première fois. C'est super comme endroit et on voit que le pays se développe. Comme vous pouvez le voir, nous passons beaucoup de temps sur le bateau et sur nos belles plages. La plage, un des rares espaces publics de la ville, est devenue un lieu très prisé, ce qui en a fait aussi une cible pour les Shabaab qui continuent de frapper la capitale régulièrement. En 2016, l'attaque contre un restaurant du front de mer a fait 19 morts. Des endroits comme ce restaurant flottant redonnent espoir aux habitants. Mogadiscio est une ville résiliente, où les bâtiments détruits par les attentats suicides sont vite reconstruits. La jeunesse n'a peur de rien et vit en paix. Malgré les tensions, de nombreuses entreprises voient le jour dans la capitale somalienne, créées par des commerçants locaux ou des membres de la diaspora. Le pays tente petit à petit de changer son image et cela fonctionne. Ces dernières années, de nombreuses compagnies aériennes étrangères ont commencé à proposer des vols vers la Somalie. La contestation gagne progressivement tous les secteurs d'activité au Liban. Des milliers de travailleurs du secteur public ont manifesté ce week-end dans les rues de la capitale Beyrouth. Ils dénoncent les restrictions économiques et demandent le départ de tout l'exécutif. La marche des travailleurs du Liban est la résultante des restrictions sur les retraits ou les conversions imposées par les banques depuis août en raison de la crise économique. De nombreuses stations-service à court d'essence ont fermé ce week-end dans le pays et les prix ont de nouveau grimpé en raison d'une pénurie du billet vert. Les propos du président Michel Aoun et des responsables du secteur bancaire n'ont pu rassurer les professionnels des secteurs. Le dollar américain est utilisé au même titre que la livre libanaise. Les propriétaires des stations-service qui payent leurs fournisseurs en dollars et encaissent en monnaie locale déplorent un taux plus élevé sur le marché noir. Nous poursuivons le mouvement et la révolution avec le peuple libanais parce que la santé des citoyens doit être une priorité pour l'État. Des citoyens meurent aux portes des hôpitaux du gouvernement et du secteur privé. Il s'agit de faire sentir à ceux qui sont au pouvoir de 200 façons pacifiques et agaçantes ce que nous ressentons. Donc, on espère réussir à les agacer. Depuis le 17 octobre, les Libanais manifestent quotidiennement pour réclamer le départ de l'ensemble de la classe dirigeante jugée corrompue et incapable de mettre fin au marasme économique. La contestation a entraîné la démission du 29 octobre du Premier ministre Saad Hariri, mais les tractations traînent pour la formation d'un nouveau gouvernement. La Banque mondiale a appelé les autorités à former un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais, mettant en garde contre une récession plus grave en cas d'impasse.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision. Au revoir.